Donc, bienvenue aux nouveaux arrivants et arrivantes. Si vous pouviez juste me confirmer via le chat, via la discussion, que tout est OK au niveau son, au niveau image, ce serait sympa. Apparemment, tout va bien. Ben, merci beaucoup, en tout cas, pour votre présence et bienvenue au webinaire sur le commerce équitable en Belgique qui est organisé donc dans le cadre de la campagne Le commerce équitable, levier de la transition écologique et sociale. Je crois qu'on peut commencer. Il y a déjà pas mal de monde qui est là et d'autres qui vont arriver très bientôt. Donc, première. Donc, la structure du webinaire sera la suivante. Je vais tout d'abord faire une courte présentation de la Fédération belge du commerce équitable, dont le nom officiel est Belgian Fair Trade Federation. Ensuite, je vais parler du marché du commerce équitable en Belgique, en faisant la distinction entre le commerce équitable nord-sud et le commerce équitable nord-nord. Voilà, on va parler donc de l'histoire du commerce équitable, qui sont les pionniers. On va aussi parler du commerce équitable au niveau quantitatif, qu'est-ce qu'il représente sur le marché belge. Ensuite, on va parler donc de la transition écologique et sociale, du rôle du commerce équitable dans la transition écologique et sociale, quel est le lien entre le concept de transition et le concept de commerce équitable. Ensuite, dernier chapitre, en fait, c'est lié à finalement une demande assez importante, une demande d'information et d'éclaircissement qu'on demande souvent, c'est de parler des labels. Donc, je vais présenter les labels belges qui existent, et également la plupart les labels qu'on retrouve le plus souvent sur le marché en Belgique. Si vous avez des questions-réponses, n'hésitez pas à les poser via le chat. Donc, j'y répondrai donc à la fin de l'exposé, donc il devrait durer plus ou moins 45 minutes. Voilà, donc la Fédération belge du commerce équitable a été créée en 2010. Donc, on a fêté notre 10e anniversaire lors de la semaine du commerce équitable ici en octobre 2020. La fédération regroupe une trentaine d'acteurs du commerce équitable qui ont des profils divers, donc sont actifs dans différents secteurs. Une bonne partie est active dans le secteur alimentaire. Il y a aussi des établissements Horeca, des cafés citoyens comme Altérez-vous à Louvain-la-Neuve, pour ceux qui connaissent, comme Osfer, qui est situé à Saint-Gilles, à Bruxelles, pas loin de la gare du Midi. Il y a aussi pas mal de membres qui sont actifs dans l'artisanat, d'autres dans le textile, la cosmétique. Il y a 2 organismes labellisateurs. Et enfin, oui, il y en a d'autres qui font essentiellement de la sensibilisation. Au niveau des statuts juridiques, donc on observe que plus de la moitié sont des sociétés coopératives, plus ou moins 20% sont des SBL et le reste, les 25% plus ou moins, sont des sociétés avec un profil plus traditionnel, je dirais, comme des SPRL, des sociétés non collectives, sociétés anonymes, des personnes physiques. Et voilà, origine des produits, donc il faut savoir que à la base, les membres de la fédération étaient exclusivement actifs dans le commerce équitable nord-sud. Et depuis 2018, en fait, il y a de plus en plus de membres actifs dans le commerce équitable local, le commerce équitable nord-nord, qui nous ont rejoints. Alors, les missions de la fédération sont les suivantes. Soutenir et développer le marché du commerce équitable en Belgique en donnant plus de crédibilité aux membres. Il faut savoir que pour rentrer dans la fédération, il faut passer par tout un processus d'adhésion, par un vote au conseil d'administration, un vote à l'AG. Les membres de la fédération ont le droit d'appliquer donc ce visuel membre de la Fédération belge de commerce équitable sur les différents supports marketing, que ce soit le site internet, les points de vente, mais ils ne peuvent pas
le mettre sur les produits, ce n'est pas un label. On donne aussi plus de visibilité aux membres via nos différents canaux de communication et notamment via une brochure qui est parue régulièrement, que vous pouvez visionner si vous allez sur bftf.be, rubrique publication. Voilà, on crée des opportunités commerciales à nos membres, notamment à travers des marchés de commerce équitable, comme illustré ici sur les photos à droite. Une de nos missions est également de faire évoluer les modes de consommation, comment en organisant des webinaires, en organisant des séminaires, voilà, en prenant la parole lors d'événements dans les hautes écoles, dans les universités notamment, en créant des brochures de sensibilisation. Et enfin, on apporte une expertise fiable et impartiale sur le commerce équitable. Un exemple, c'est le guide des labels du commerce équitable qui a été publié il y a un peu plus d'1 an et qui est aussi disponible sur notre site internet. Et voilà, on représente aussi le secteur et on fait du plaidoyer politique. Savoir que BFTF est membre de l'Organisation mondiale du commerce équitable, WFTO, la World Fair Trade Organization, et les valeurs du commerce équitable, sa vision du commerce équitable est basée sur les 10 principes tels qu'ils ont été mis en place par la World Fair Trade Organization, que vous pouvez voir ici énumérés. Je ne vais pas les développer, chacun ça prendrait trop de temps, mais je vais souligner le principe numéro 4, le principe du prix juste. Qu'est-ce qu'un prix juste? C'est un principe qui permet c'est un prix juste, un prix qui permet de couvrir le coût de production engendré par le producteur, de lui permettre de se payer un salaire et idéalement d'investir dans des projets sociaux ou environnementaux. Donc à côté de ça, il y a d'autres principes qui ont des dimensions sociales, des dimensions écologiques, comme vous pouvez le voir. Voilà, on va maintenant s'intéresser au marché du commerce équitable en Belgique. Quelle est son histoire, quels sont ses pionniers et quel est son poids dans le marché belge. La photo que vous voyez à gauche, c'est bien Mnikenpies, qui est revêtu d'un déguisement qui a été fabriqué sur base des règles du commerce équitable. C'est lors d'une action que l'on avait menée en 2019 lors de la Journée mondiale du commerce équitable. Donc, je vais d'abord faire le focus sur le commerce équitable Nord-Sud, qui existe en Belgique depuis les années 70. La philosophie, c'est le trade not aid, le commerce, pas la charité. C'est-à-dire que la logique, la philosophie, c'est de se dire que plutôt que d'enlever de l'argent de manière unilatérale dans les pays en développement, les pays du Sud, et à côté de ça, acheter les produits exotiques, le café, le sucre de canne, le cacao, etc., à un prix ridiculement bas, avec lequel ils ne parviennent pas à sortir de la misère, mais il serait peut-être plus pertinent, tout simplement, d'acheter toutes les marchandises à un prix qui leur permet de survivre et d'épargner, d'investir et de se développer. Donc les pionniers en Belgique, le tout premier magasin de commerce équitable qui est appris en Belgique, c'était à Anvers, en 1971. Donc il fait partie du réseau Oxfam Werewinkels. Donc si vous comptez bien, ils fêtent leurs 50 ans cette année. Si vous allez sur leur site au www.be, vous verrez qu'il y a notamment des capsules vidéo assez sympas qui retracent tout leur historique. Donc ça, c'est le réseau flamand, néerlandophone. Donc il existe aussi le réseau francophone, Oxfam Magasin du Monde, qui lui est apparu en 1976. En 1975, donc il y a eu Miel Maya, qui est clairement un des pionniers du secteur du commerce équitable, qui existe toujours, qui est spécialisé dans le miel, qui importe du miel d'Amérique latine. Donc, vous pouvez aller sur le site maya.be, vous aurez beaucoup d'informations très intéressantes. Vous pourrez même acheter leur coffret avec 3 pots de miel très intéressants. Donc en
1989 est apparu Max Havelaar, qui est présent dans une trentaine de pays. Donc en Belgique, ça a changé de nom dans Belgique et d'autres pays. Dans certains pays, en 2014, Max Havelaar est devenu Fairtrade Belgium. Donc voilà, au début, tous ces organismes avaient un quasi-monopole sur le marché du commerce équitable. Il a fallu attendre les années 2000-2010 pour qu'apparaisse une nouvelle génération d'acteurs. Ici, j'en ai cité quelques-uns, c'est évidemment pas une liste exhaustive, mais voilà, on peut citer comme un success story la chocolaterie Belvas, située à Guilanguien, ou la marque Éthicable, qui vient en fait de France, mais voilà, il y a eu vers 2008 une création de Éthicable Benelux. Et voilà, ce sont des organisations, Belfast et Éthicable, qui représentent plusieurs millions d'euros en chiffre d'affaires. Au niveau quantitatif, que pèse le marché du commerce équitable? Eh bien, le Enabel, d'après une étude, a démontré qu'en 2019, la consommation de produits issus de filières équitables était de 234 000 euros. Pardon, 234 millions d'euros, ce qui représente un accroissement de 144% en 6 ans, donc de 2013 à 2019, le chiffre du commerce équitable a plus que doublé, ce qui est donc voilà un signe une preuve que le commerce équitable intéresse de plus en plus les gens et a le vent en poupe. Donc maintenant, on va s'intéresser au commerce équitable Nord-Nord. Donc voilà, dont on parle de plus en plus depuis les années 2000. La raison, c'est que les producteurs du Nord étaient de plus impactés par le cours du marché mondial, qu'à cause de la globalisation, on devait vendre son produit au cours du marché mondial qui parfois devenait ridiculement bas et était finalement en dessous des coûts de production, ce qui est évidemment problématique. Ici, on peut l'illustrer avec le cas du marché de la pomme. Pour un maraîcher belge, eh bien, produire 1 kilo de pommes, cela revient en coût de revient à 50 centimes. Et quand ils veulent le vendre à la criée, eh bien, ils ne peuvent obtenir qu'un prix situé entre 20 centimes et 50 centimes. Comme on dit, la plupart du temps, ils travaillent à perte. Et conséquence de cette situation qui touche évidemment l'ensemble des produits agricoles, c'est qu'on observe un déclin catastrophique du nombre d'exploitations agricoles en région wallonne, dont j'ai les chiffres ici. En 1990, il y avait 29 000 exploitations agricoles, alors qu'en 2016, il n'y en avait plus que 12 870. Et actuellement, en 2021, eh bien, il n'y en a plus que 12 000. Il faut savoir aussi qu'il n'y a plus que 500 ou 550 fermiers en région wallonne et en moins de 30 ans. La relève est très difficile. C'est vraiment un secteur qui rencontre de grandes difficultés. Alors, oui, donc un élément marquant, c'est clairement la crise du lait en 2009, où le cours de marché mondial du lait avait atteint un niveau tellement bas, ça a suscité la colère de l'ensemble des producteurs de lait, si bien que 450 tracteurs se sont donné rendez-vous dans un champ à Sydney et a déversé 3 millions de litres de lait dans les champs. Donc ça fait tout un foin médiatique. Et c'est depuis ce mouvement, cette action qu'est née la marque Ferbel, que vous connaissez tous pour la plupart, pour ceux qui habitent en Belgique et qui, donc c'est aussi un exemple de success story qui commercialise plus de 10 millions de litres de lait par an en Belgique. Voilà, et donc le commerce équitable, depuis cette période, un peu avant 2010, bien c'est développé au niveau du Nord-Nord. Je parlais de marques de lait. On peut aussi citer les coopératives de producteurs locaux qui connaissent un franc succès depuis quelques années. Aussi les brasseries locales aussi qui ont le vent en poupe et dont je vais parler un peu plus loin. Voilà, maintenant, on va parler du commerce équitable sous l'angle de son rôle en tant que levier de la transition écologique et sociale. Donc, je vais présenter le lien entre ces deux concepts sous une forme théorique, mais aussi
plus pratique en parlant du secteur du cacao, le secteur brassicole, ainsi que l'économie circulaire. Donc, les entreprises de commerce équitable, finalement, sont des entreprises sociales qui, comme on l'a vu avec les 10 principes du commerce équitable, reposent sur des valeurs sociales et environnementales. On est clairement dans le secteur de l'économie sociale, c'est-à-dire que la finalité, ce n'est pas la maximisation du profit à tout prix. Il n'y a pas d'actionnaires au-dessus qui disent voilà, on ne veut rien savoir, il faut absolument augmenter le bénéfice coûte que coûte. Et voilà. Et donc, le modèle d'entreprise sociale permet finalement plus de liberté, et ce, à plusieurs niveaux. Tout d'abord, voilà, dans le commerce équitable, on rémunère mieux les fournisseurs. L'idée, c'est finalement de mettre en place une relation commerciale qui tient compte du coût engendré par la production et par les besoins en investissement. Donc, c'est une relation à long terme avec les producteurs. C'est souvent une relation commerciale qui est formalisée par un contrat, souvent de 3 ans renouvelable. Ça permet pour le producteur de vivre avec de voir l'avenir avec plus de sérénité et d'être plus pérenne, et donc d'avoir de revenus garantis à plus long terme, et donc d'investir dans sa production. Et voilà, c'est un meilleur partage de la valeur ajoutée. Ça permet d'avoir une relation de partenariat entre le producteur et le premier acheteur. Il s'agit d'une relation où les deux parties ont une meilleure connaissance mutuelle. Donc le producteur a une meilleure compréhension, une meilleure connaissance des attentes du premier acheteur. Le premier acheteur a une meilleure connaissance des besoins du producteur. Et tout ça, ça débouche sur une meilleure qualité. Il faut savoir que les produits de commerce équitable, en général, ont une qualité supérieure que sur le marché conventionnel. Voilà, meilleur partage de la valeur ajoutée. Donc tout ça, ça crée un cercle vertueux, parce que qui dit meilleure qualité dit donc des prix qui sont plus chers, donc plus de revenus d'argent pour l'importateur, qui est donc plus à même de rétribuer le producteur en amont. Donc le fait d'être dans un modèle de commerce équitable permet également de produire de manière plus durable. Donc, si on prend l'exemple de l'agriculture, à l'opposé du système traditionnel de l'agriculture industrielle, qui a tendance à s'orienter vers des monocultures intensives, où on va utiliser des produits chimiques qui vont augmenter la productivité à très court terme, mais que ça va avoir un impact au niveau du sol, ça va l'appauvrir, ça va polluer les rivières, et tout ça, ça a des conséquences sur la santé de la population et sur la biodiversité. Donc, dans le commerce équitable promeut une alternative, plutôt une agriculture dite paysanne et familiale, c'est-à-dire des plus petites structures qui vont diversifier leurs produits, leurs cultures, leurs sources de revenus. Ça permet d'être plus résiliente, surtout en cas de catastrophe, d'accidents climatiques, comme il y en a de plus en plus avec le dérèglement climatique, que ce soit les gelées, les canicules, la grêle, etc. Le fait d'avoir des revenus différents, évidemment, ça permet de limiter la casse, et ça permet toute cette culture diversifiée, qu'on appelle aussi parfois hautement diversifiée, ça permet également de préserver la biodiversité. Voilà. Le modèle de commerce équitable permet aussi de donner du sens au projet. Ça augmente la motivation des différentes parties prenantes, aussi bien au niveau du producteur, qui sait qu'il est dans un contexte de commerce équitable, qui sait qu'il y a des projets sociaux et environnementaux qui le concernent directement, dont il bénéficie. Ça ne peut avoir qu'un impact positif sur sa productivité. Au niveau du distributeur, de l'organisation qui importe et qui commercialise, qui distribue le produit, ça lui donne de la valeur. Donc, les employés savent qu'ils travaillent pour
pour des valeurs, ça augmente clairement la motivation. Il faut savoir qu'on observe que dans les entreprises de commerce équitable, il y a plus de succès aux yeux des demandeurs d'emploi. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des gens qui parfois sont bardés de diplômes et qui sont tout à fait prêts à venir travailler dans les entreprises de commerce équitable, même pour des salaires moindres que ce qu'ils recevraient dans le secteur privé. Au niveau des clients, ben, l'impact est extrêmement important, surtout chez le client, devrais-je dire. Ils se sentent utiles, ils considèrent qu'ils posent en quelque sorte un acte politique, un acte militant. Ils se sentent, comme on dit, être un consommateur. Il a le sentiment d'appartenir à un réseau, à un mouvement, donc un peu comme les électeurs par rapport aux différents partis politiques. Et voilà, donc on observe la formation de réseaux qui est finalement assez importante dans le secteur du commerce équitable. On peut citer par exemple Oxfam avec son réseau de plusieurs milliers de bénévoles, et plus récemment donc toutes les coopératives de producteurs consommateurs qui ont aussi tout un réseau de sympathisants, de coopérateurs, donc certains travaillent aussi un minimum dans la coopérative. Et même dans les entreprises de commerce équitable qui ne travaillent pas avec des bénévoles, eh bien, les gens qui achètent leurs produits, c'est une clientèle, mais c'est aussi des sympathisants. Il y a une autre approche au niveau sociologique. Donc maintenant, on va parler du secteur du cacao, qui est évidemment un secteur tout à fait emblématique en Belgique, mais c'est aussi un secteur dont on parle beaucoup dans le cadre du commerce équitable, malheureusement, et j'ai envie de dire, parce que c'est vraiment un secteur qui regroupe différentes problématiques, aussi bien au niveau social qu'environnemental. Il y a un problème de durabilité, parce que la croissance du cacao, enfin, la demande du cacao au niveau mondial est vraiment énorme, elle est en perpétuelle croissance. Et donc, voilà, les grands groupes veulent vraiment de la productivité. C'est ça qu'en Côte d'Ivoire, qui est le pays qui produit près de la moitié de la production mondiale de cacao, la forêt en Côte d'Ivoire a été largement détruite pour pouvoir planter des cacaoyers. Et enfin voilà, on utilise encore une fois beaucoup de produits chimiques très agressifs qui appauvrissent les terres, qui sont devenues plus difficilement cultivables. Et c'est pour ça qu'il faut faire de la place pour encore faire d'autres cultures de cacao. Il y a un problème de précarité. Il faut savoir qu'en Côte d'Ivoire, plus de la moitié des producteurs vivent sous le seuil de pauvreté. Le travail des enfants, c'est pas un mythe non plus. Il y a plus de 2 millions d'enfants qui travaillent dans toute cette région d'Afrique occidentale. Des enfants qui, pour la plupart, n'ont jamais goûté de chocolat, enfin même les adultes cueilleurs de cacao, souvent ils n'ont jamais mangé de chocolat. Et enfin voilà, ce sujet, je vous conseille de visionner le reportage La face cachée du cacao. Donc sur YouTube, vous trouverez facilement la face cachée du cacao. C'est un reportage d'une 50aine de minutes qui est très édifiant, très intéressant, qui vous donnera une autre vision des tablettes de chocolat que l'on peut manger d'habitude. Et par ailleurs, voilà, au niveau de la qualité du cacao que l'on mange, qu'on a l'habitude de manger, finalement, elle est assez médiocre. Donc, les bars assez connus que je n'ai pas nommés, c'est souvent il y a déjà une teneur en cacao assez faible. Mais bon, on y ajoute pas mal de sucre, des arômes, de l'huile de palme, etc. Il faut savoir aussi que les variétés de cacaoyers utilisées sont les variétés qui produisent le plus en termes quantitatifs, mais pas au niveau qualitatif, et qu'il y a même pas mal de cacaoyers qui sont mis au point, sont des hybrides, qui sont mis au point pour justement être davantage productifs au détriment du goût. Donc, une alternative, bien, ce sont les différentes filières de commerce équitable. Ici, à gauche, on voit une photo de Thierry Nussen, qui est le fondateur de Belfast, chocolaterie
dont on a parlé, situé à Guy-Languien. À droite, c'est Jean-Christophe Hubert, fondateur de la chocolaterie Millésime, située à Serein, près de Liège. Et leur approche est orientée vers le bean to bar. Et le bean to bar, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est ce dont on parlait précédemment. C'est une relation directe envers le producteur et le consommateur, avec le cercle vertueux que ça peut engendrer. Donc, cette relation win-win qui permet d'avoir un produit unique, un produit de qualité avec une origine bien spécifique. Donc, la qualité va faire, encore une fois, qu'on va pouvoir vendre le produit plus cher, et ces rentrées d'argent vont bénéficier aussi bien en aval qu'en amont au producteur, qui pourra lui-même réinvestir dans la transition écologique et sociale. Donc voilà, tout ce que je viens de dire ici, en fait, sur le marché du cacao, ben aussi il est tout à fait valable pour le secteur du café. Donc on peut prendre l'exemple d'Etikable. J'aurais pu parler d'Etikable aussi, qui est présent aussi dans le secteur du cacao, ou Shorty, bien, qui ont des cafés qu'on appelle des cafés single origin, c'est-à-dire qu'ils sont en lien direct avec les producteurs. Voilà, ce qui donne plus de caractéristiques spécifiques à tous ces cafés, au contraire du marché traditionnel qui souvent propose des produits qui sont assez standardisés, parce que ce sont des mélanges de café qui proviennent d'un peu partout dans la planète. Voilà, donc maintenant on va revenir dans le nord et on va parler du secteur brassicole, qui est un secteur également très symboliquement important en Belgique, et au niveau du commerce équitable, il est tout à fait intéressant également. Donc, comme vous le savez ou pas, donc les ingrédients principaux pour faire de la bière, c'est l'orge et le houblon. Il faut savoir que en Belgique, la Belgique a beau être le pays de la bière, eh bien, euh, pour importer de la bière, enfin, on importe énormément d'orge et de houblon. Malgré tout, pourquoi? Parce que ce n'est pas rentable de produire de l'orge en Belgique. Il y a tout un boom des circuits courts, de brasseries de circuits courts, des brasseries locales, qui certaines ont décidé justement de pousser le concept de circuit court plus loin en s'approvisionnant de matières premières uniquement belges. C'est le cas donc de la brasserie de la Lesse qu'on voit au-dessus, de la brasserie coopérative liégeoise que l'on voit au bas. Et la brasserie coopérative liégeoise va encore plus loin parce qu'elle a sa propre houblonnière qui est située d'ailleurs à côté de la prison de Lantin. Pour ceux qui connaissent, et voilà, ce ne sont pas des projets, des cas particuliers. Donc, ce sont, voilà, il y a par exemple le label Prix Juste, dont on va parler plus tard. Eh bien, il a labellisé plus de 25 bières qui sont liées à 9 brasseries, donc ils ont décidé de, de travailler avec des matières premières Prix Juste et locales. Donc voilà, on va parler maintenant de l'économie circulaire à travers 3 cas tout à fait intéressants. Tout d'abord, c'est Elecosi, qui propose probablement un des produits les plus originaux sur le marché du commerce équitable, à savoir des articles en papier recyclés à base de crottins d'éléphants et d'hippopotames que l'on importe d'Inde et du Sri Lanka. Voilà, donc c'est toute une approche holistique finalement euh, de cette filière. Il faut savoir que l'eau qui est utilisée pour laver le crottin, pour en retirer la fibre, est utilisée comme engrais. Par ailleurs, ça crée de l'emploi dans les pays du Sud, et aussi, bien, ça permet de faire cohabiter les éléphants et les populations sur place, parce que faut savoir que il y a des difficultés. Enfin, souvent les éléphants se font maltraiter et fusiller finalement. Pas de villageois qui ont peur que les éléphants saccagent leur euh, leur village. Donc voilà, ici on trouve vraiment une place utile à l'éléphant, et voilà, ce qui favorise la biodiversité. Autre exemple, c'est l'entreprise Cauchy, qui est une petite entreprise belge
qui est spécialisé dans le textile, qui est confectionné d'ailleurs dans des ateliers adaptés et des ateliers de réinsertion sociale. Et la matière première, c'est soit donc du tissu bio, et soit finalement du tissu qui provient de l'ASBL Terre. Donc pour ceux qui, enfin, j'imagine que la plupart d'entre vous connaissent l'ASBL Terre, du moins en Belgique. Donc c'est une ASBL qui récupère les différents vêtements et tissus par l'intermédiaire de conteneurs qui se trouvent un peu partout en Belgique. Donc voilà, c'est un bel exemple de upcycling, c'est le fait de produire certains produits comme des mouchoirs à partir de tissus de seconde main. Troisième exemple, bien c'est Ethicable, qui a été primé, qui a reçu un prix grâce à leurs emballages qui sont particulièrement éco-friendly. C'est au moins 80% de leur carton, de leur emballage qui est fabriqué à partir de carton recyclé, et le reste, donc dans le thé, les infusettes et les petits emballages, sont également compostables. Voilà, donc maintenant on va aborder le dernier chapitre, un peu plus technique, qui est lié au label Belgique, enfin des labels belges et des labels qui ne sont pas belges mais qui sont présents sur le marché belge. On va commencer par les deux labels belges, à savoir le prix juste producteur et Biogarantie Belgium. Ce sont deux labels finalement assez jeunes. Le label prix juste producteur a été créé il y a un peu plus de 3 ans, en janvier 2018. Il est géré par le Collège des producteurs, qui est l'organisme porte-parole des 12 000 agriculteurs présents en région wallonne. Il reprend, enfin, c'est une obligation de cahier des charges. 80% d'ingrédients de chaque produit au minimum, doivent être équitables. Le label ne couvre que recouvre en fait tous les produits de l'agriculture et de l'horticulture, autrement dit tout ce qui se mange. Et voilà, les arbustes aussi peuvent être labellisés prix juste producteur. Et le prix juste est fixé sur base d'une négociation transparente entre le producteur et le premier acheteur, qui est formalisée sur un contrat et sur une rémunération brute minimum 10 € de l'heure. 10 € de l'heure brute, vous allez me dire, c'est peanuts, effectivement, mais quand on sait qu'énormément d'agriculteurs travaillent à perte, ou vraiment pour des salaires de 3-4 € de l'heure, 10 € de l'heure, et c'est un minimum, évidemment, c'est presque déjà une bonne affaire pour eux. Ensuite, il y a le label Biogarantie Belgium, donc qui a été lancé en juin 2019, qui a finalement le même critère à la base que le label Biogarantie, son grand frère, donc qui a exactement le même logo, à part qu'il est tout en noir, et qui lui, le grand frère, existe depuis les années 80, qui met en avant le bio, qui va même plus loin que le label bio européen. Ici, le label Biogarantie Belgium, avec le drapeau belge, ajoute qu'il faut qu'il y ait au moins 50% d'ingrédients qui doivent être produits en Belgique. Et puis, il y a une prise en compte du prix juste. Par ailleurs, les ingrédients issus de pays sud doivent être certifiés par un label reconnu. Donc, il est important à noter que le label Biogarantie Belgium ne peut pas réellement être considéré comme un label à part entière de commerce équitable, du moins pas comme l'entend WFTO ou d'autres organisations, à savoir qu'il ne reprend pas de dimensions importantes, de valeurs importantes du commerce équitable, que sont les relations à long terme entre producteurs et le premier acheteur, ni la notion de préfinancement. Voilà. Mais ça reste un label qui a quand même certaines qualités indéniables. Voilà, maintenant on va parler d'un label de commerce équitable Nord-Sud. Et donc, il y a le label Fairtrade, qui est le plus connu, que vous connaissez probablement, la plupart d'entre vous l'ont certainement déjà rencontré. Pour rappel, voilà, donc Fairtrade, Max Havelaar, c'est une organisation finalement présente un peu partout dans le monde, qui a une implantation dans une trentaine de pays, dont la Belgique. En 2014, Fairtrade a changé
Max Havelaar a changé de nom pour s'appeler Fairtrade Belgium. Et en France, par exemple, Max Havelaar est resté Max Havelaar France. Alors, de nombreuses catégories de produits sont couvertes. Il s'agit essentiellement donc d'alimentaire, mais aussi de textile, et en passant par les ballons de foot ou de l'or aussi peut-être, ou des fleurs peuvent être labellisées équitables. Pourcentage minimum d'ingrédients équitables que doit contenir un produit pouvant être labellisé de 20%. Il faut qu'il y ait un respect de la règle All that can be fair trade must be fair trade, ce qui veut dire que tous les ingrédients où il existe des filières de label, des filières de commerce équitable doivent être équitables. Donc, je vais prendre l'exemple du chocolat, dont les matières premières sont le cacao et le sucre. Eh bien, il faut que et le cacao et le sucre soient équitables pour pouvoir poser ce label. Il faut aussi savoir que Fairtrade, Max Havelaar applique le mass balance pour 4 catégories de produits, à savoir le sucre, le thé, le cacao et les jus de fruits. Et le mass balance, c'est quelque chose de c'est un concept assez intéressant qui est symbolisé, expliqué ici. Donc, il s'agit en fait de mélanger des stocks de matières premières équitables et du stock de matières premières non équitables. On le met dans une usine de production, d'empaquetage, et à la sortie des produits, on prélève sur le stock la même quantité qu'il y avait de quantité de matières premières équitables. On applique le label et sur le reste, on ne met pas de label. Donc, expliquer de manière un peu plus concrète, un peu plus claire. Avec le schéma, on va considérer que les 3 boules brunes au-dessus, sur le camion au-dessus, ça représente 3 tonnes d'orange non équitable. Les 3 boules bleues en dessous, ça représente 3 tonnes d'orange équitable. On mélange les 3 tonnes d'orange non équitable avec les 3 tonnes d'orange équitable. Avec ça, on en fait 6 tonnes de jus d'orange et à la fin, on va prélever 3 tonnes de jus d'orange, pardon, et on va pouvoir apposer le label Max Havelaar dessus. Et sur le reste, on ne va pas apposer de label. L'avantage, c'est quoi? C'est de réduire les coûts fixes, c'est d'être dans une logique d'économie d'échelle. Il faut savoir qu'à chaque process de production ou d'empaquetage, eh bien, ça a un coût. Et voilà, au final, le prix de consommateur final sera moindre, donc on pourra en vendre plus. Et donc, il y aura un impact plus grand sur le producteur du Sud en amont. Voilà, ça, c'est la logique. Donc, ici, j'ai parlé finalement du petit frère du label Fairtrade, c'est ce qu'on appelle le label ingrédient, Fairtrade Source Ingredient, FSI. Visuellement, il y a un fond blanc, alors que le label Fairtrade original a un fond noir. C'est exactement le même cahier des charges. Il y a néanmoins 2 différences. D'une part, avec ce label à fond blanc, il n'y a pas de pourcentage minimum d'ingrédients équitables. Donc, avec le label Fairtrade avec le label à fond blanc, il n'y a pas de pourcentage minimum d'ingrédients équitables. Avec le label à fond noir, il y avait 20% de minimum d'ingrédients qui devaient être équitables. Ici, avec ce label-ci, il peut y avoir 1%, voire moins d'1%, c'est OK. Et deuxième différence, c'est qu'il n'y a pas de respect de la règle All that can be fair trade must be fair trade. On va reprendre l'exemple du chocolat où il y a du cacao et du sucre. Eh ben, il peut y avoir le cacao qui soit équitable et le sucre ne doit pas être équitable. À ce moment-là, on aura justement ce label-ci qui est blanc et qui aura une liste d'ingrédients. Ici, le cacao, coco en anglais. Et ça existe depuis 2014. Ensuite, voilà, je vais présenter un label qui était intéressant, qui a été créé en 2004 au Mexique par des coopératives, des représentants des producteurs qui voulaient quelque chose de plus exigeant que ce qui existait déjà sur le marché. Et il a plusieurs particularités, notamment le fait
d'être réservé aux petites structures. Donc, finalement, le but, c'est de favoriser, comme j'en parlais précédemment, donc l'agriculture familiale et paysanne. Il y a donc des critères quantitatifs qui font que certaines que certaines structures sont trop grandes. Par exemple, au niveau du miel, les structures ne peuvent pas dépasser plus de 500 ruches, sinon elles ne sont pas éligibles pour ce label. Le pourcentage minimum d'ingrédients équitables est de 50%, donc Fairtrade c'était 20%, ici c'est 50%, ce qui est assez contraignant. Et chaque premier acheteur doit acheter au moins 25% de produits labellisés SPP. Donc la logique, c'est qu'il n'y ait pas de grands groupes financiers qui proposent déjà 10 000 produits, mais qui vont se dire, voilà, on va en prendre un ou deux comme ça, SPP, juste pour montrer patte blanche et pour améliorer l'image. Non, ici, il faut vraiment avoir une démarche assez fondamentale orientée vers le commerce équitable. Et depuis peu, ben, voilà, c'est encore plus contraignant parce qu'il faut avoir une démarche de bio. C'est un label qu'on rencontre pas beaucoup en Belgique. On retrouve quasi exclusivement en fait sur la plupart des produits de la marque Etikable dont j'ai parlé un peu plus tôt. Alors WFTO dont j'en ai parlé parce que, pour rappel, c'est une fédération, du moins une plateforme, une organisation mondiale du commerce équitable. Et depuis 2013, elle permet à ses membres qui font du commerce d'apposer leur logo, donc le label, sur leurs produits. Alors clairement, la différence fondamentale entre ce label WFTO et les autres labels, c'est que le label WFTO ne fait pas d'audit systématique sur chaque filière de produits. Le label WFTO, en fait, il va faire un audit tous les 2 ans sur les pratiques, sur la philosophie de l'organisation qui commercialise le produit et sur celles qui, bien entendu, qui le produisent. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de rester dans le monde du commerce équitable. Autrement dit, enfin, les enseignes tout à fait privées, les grandes enseignes de grande distribution ne pourraient pas avoir accès à ce genre de produits. Voilà, enfin, je vais parler je vais répondre à une question qui est souvent posée au niveau des labels, c'est la non-labellisation. Et est-ce qu'un produit non labellisé respecte-t-il forcément moins les principes du commerce équitable? La réponse est non. Il y a des produits qui ne sont pas labellisés, mais qui sont tout à fait fiables. Et la raison pour laquelle ils n'ont pas de label, elles sont diverses. Tout d'abord, c'est parce qu'il existe des ingrédients qui ne rentrent pas dans le champ de la labellisation. On peut prendre par exemple des baies de goji, par exemple, enfin ce genre de produits assez spécifiques, assez ciblés. On peut prendre l'exemple du Fairphone, par exemple. Je ne pense pas que le smartphone puisse être labellisé par un label. Il y a du coup donc le fait d'avoir un label, ça entraîne une certaine contrainte financière. Il y a des coûts de licence à payer et ça c'est pas pour toutes les bourses. Et d'ailleurs, voilà, certains disent qu'il y a peut-être un aspect discriminant par rapport à ça. Il y a également toute une charge administrative qui est assez lourde, qui fait que les petites structures, aussi bien en aval au nord qu'en amont dans le sud, ben, ont du mal, voilà, parce qu'il faut subir des audits, il faut remplir toute une procédure, des formulaires, et ça, c'est pas toujours facile. Par ailleurs, certaines enseignes considèrent qu'il n'y a pas de plus-value marketing par rapport à la labellisation. On peut prendre l'exemple de grands chocolatiers, Marcolini par exemple, qui a déjà toute une réputation, un aura, et voilà, il se dit qu'il n'a pas besoin de s'encombrer d'un label qui va poser sur sa boîte noire immaculée, par exemple, et voilà, tout simplement, certains considèrent qu'ils n'en ont pas besoin. Et d'autres refusent la labellisation parce que voilà, soit ils ne sont pas d'accord avec la politique de la philosophie des labels, ils disent que ça va pas assez loin parce qu'ils trouvent peut-être que c'est discriminant par rapport aux toutes petites structures ou pour diverses raisons. Donc voilà, merci pour votre attention. Je tiens à souligner que si vous le souhaitez, vous pouvez donc visionner le reportage que la Fédération belge du commerce équitable a réalisé
et qui a été diffusé en octobre 2020, un reportage de 23 minutes que vous pouvez voir sur bftf.be, rubrique vidéo. Et si vous voulez en savoir plus sur les labels, je vous invite à consulter le guide des labels de commerce éthique et équitable, toujours sur bftf.be. Il faut aussi souligner l'existence du guide international des labels de commerce équitable, qui est téléchargeable. Donc, enfin, il a été rédigé en fait par un consortium entre la Fédération française du Commerce équitable France, ainsi que des homologues allemands, d'autres partenaires des États-Unis. Donc, c'est téléchargeable sur le site de Commerce équitable France, commerceéquitable.org. Et donc voilà, donc si vous avez des questions, je vais à présent y répondre. Alors, je vois Lionel. Bonjour Lionel. Par rapport au Bin2Bar, la transformation des faits sur place n'est-elle pas aussi une façon de maintenir de l'expertise et de la valeur ajoutée sur place, en quoi la transformation ici est-elle plus fair trade que là-bas? Oui, alors moi, je suis pas non plus, voilà, je suis pas spécialiste du secteur du cacao, je suis plus généraliste. Après, bon, voilà, c'est vrai que c'est tout un débat au niveau du fair trade. Dans le commerce équitable, il y a énormément de débats. Est-ce qu'il vaut mieux finalement faire le maximum de production dans le sud ou le maximum de production dans le nord? Euh, voilà, tout simplement. Donc, il y a pas de... tout simplement, peut-on considérer qu'un produit est plus équitable parce qu'il y a davantage de finitions qui sont faites là-bas dans le sud, peut-être. Voilà, chacun peut avoir son opinion par rapport à ça, tout simplement. Enfin, il y a plusieurs modèles, mais voilà, à partir du moment où on respecte tout le monde et que la valeur le partage de la valeur ajoutée est respecté, je crois qu'on peut de toute façon considérer qu'on est dans une démarche de commerce équitable. Donc, je vois que Amandine de Biopartenaire a dit, est-il prévu de parler des labels qui certifient des démarches Nord-Nord et Nord-Sud? Ben, désolé, je ne l'ai pas fait ici, mais voilà, parce qu'il a fallu faire des choix, mais effectivement, Biopartenaire c'est un très bon label, c'est un label très, très contraignant, d'ailleurs, qui a la particularité d'ailleurs de ne vendre ses produits que dans les réseaux des magasins bio ou des épiceries fines ou magasins du monde. Et c'est vrai qu'il y a certains labels français qu'on retrouve dans le marché belge, mais voilà, c'est quand même limité. On les retrouve voilà, dans les magasins bio parfois, mais pas beaucoup plus. Donc désolé, j'ai dû faire des choix. Donc on a pu parler effectivement de Fair for Life et de Biopartenaire. Alexandre, bonjour Alexandre. Comment peut-on engendrer des partenaires avec BFTF? En tant que membre de BFT, nous sommes d'organisation brésilienne, Bioferté Connexus, alors chef de partenaire au niveau du marché du commerce équitable. Merci et bravo. Alors, ah oui, donc comment est-ce qu'on... Écoute, voilà, vous pouvez donc me contacter si vous voulez rentrer en contact avec certains des membres de la fédération. De la fédération, de toute façon, sinon, faut savoir que, bien évidemment, si vous allez sur le site euh, bftf.be, il y a donc une liste de chacun des membres avec leurs coordonnées. Mais sinon, vous pouvez passer par moi directement en écrivant à info@bftf.be. Il n'y a pas de problème. Camille, qui me dit qu'elle n'a pas compris le mass balance, est-ce accepté par Fairtrade ou non? Donc, oui, donc désolé si j'ai peut-être pas été assez clair par rapport au mass balance, mais c'est vrai que moi-même, il a fallu me l'expliquer plusieurs fois parce que c'est vrai que c'est un concept qui est assez compliqué et assez étonnant. Mais voilà, donc est-ce qu'il est accepté par Fairtrade? Oui, donc c'est même une des spécificités du label Fairtrade, même s'il peut être présent sur d'autres labels, mais dans ce que j'ai présenté, il n'y a que Fairtrade qui l'utilise.
Et voilà, donc en deux mots, le mass balance, c'est le fait de pouvoir mélanger du stock équitable et du stock non équitable, tout simplement, et de faire en sorte que la quantité d'ingrédients, de matières premières étiquetables euh, corresponde à la quantité d'ingrédients comestibles à la fin. Enfin, je ne sais pas si je suis plus clair en disant ça. Parfait, parfait. Je regarde. Oui, en fait, il y a des questions aussi bien dans le chat que dans l'autre question-réponse. Linda qui me demande, côté emballage, n'y a-t-il pas des solutions plus locales et équitables? Je fais le lien, vu que tu as parlé de solutions d'emballage comme étiquetable. Pour moi, c'est un enjeu de taille avec l'explosion du takeaway. Ben, c'est sûr que voilà, le respect de l'environnement, ben, c'est le 10e principe du voilà, des principes de WFTO et clairement l'emballage, tout comme le transport également, ben, c'est quelque chose à laquelle on doit faire face. Euh, donc effectivement, la question de l'emballage est une des questions qui est sujet à discussion effectivement dans le commerce équitable, tout simplement. Le problème, c'est que voilà, le commerce équitable, c'est un idéal, mais finalement, il est quand même difficile de cocher toutes les cases et d'être vraiment parfait, aussi bien au niveau social qu'au niveau écologique. Mais voilà, Etika est la preuve vivante que il y a une réelle préoccupation par rapport à tous ces emballages. Et d'ailleurs, pour prendre l'exemple de coopératives de producteurs, ben, si vous allez dans certaines, mais là, vous trouverez pas de sac, même pas de sac en papier. Certaines font vraiment du pur vrac. Donc, voilà, chacun, enfin, tous, en fait, tous les acteurs de commerce équitable ont une dimension écologique, mais voilà, c'est une dimension, tout comme celle du social, qui est sans cesse perfectible. Voilà, voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Si pas, bien, n'hésitez pas à me les poser. Vous trouverez donc les coordonnées sur le site bftf.be. Voilà, l'email, c'est info@bftf.be. Donc, j'y répondrai avec plaisir. Donc, voilà, Linda qui rajoute qu'il existe des initiatives d'emballage en Belgique. Je trouve dommage qu'il n'y ait pas plus de choses de fait pour les mettre en valeur. Donc, oui, après, bon, chacun, je veux dire, un acteur n'est pas l'autre. Encore une fois, chaque acteur a sa propre démarche de toute façon. Et puis, il y a toujours un arbitrage à faire entre le coût, la viabilité du produit et puis l'aspect social et écologique. Le mec me dit merci beaucoup Pierre-Yves. Ben, merci beaucoup à toi d'avoir assisté au webinaire. Voilà, voilà. Apparemment, il n'y a plus d'autres questions. Voilà, ben, un tout grand merci en tout cas pour votre présence. Encore une fois, si vous avez d'autres questions, si la fédération peut vous être utile d'une manière ou d'une autre, n'hésitez pas à nous contacter.
Voilà, et donc j'insiste toujours sur le reportage du commerce équitable. Si vous avez apprécié le webinaire, eh bien, je suis persuadé que le reportage apportera vraiment un éclairage parce que encore plus intéressant, parce qu'il donne la parole à l'ensemble des acteurs belges du commerce équitable. Est-ce que le webinaire sera rediffusé? Donc ça, je ne sais pas, j'en discute autour de moi de toute façon. Mais si vous connaissez d'autres personnes qui seraient intéressées, voilà, pour que je donne ce même genre de présentation où on peut l'adapter, eh bien, n'hésitez pas de toute façon. Et bonjour à Didier en passant. Voilà, ben, un tout grand merci en tout cas pour votre attention. Et il me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Je reste encore une fois disponible par email à toutes votre questions par téléphone si vous le souhaitez. Très bonne fin d'après-midi. À bientôt.